chers followers de Lastleaks et de Roundup. Merci d'être au rendez-vous pour ce numéro de votre émission. Bonjour à toi Guibou, c'est toujours un plaisir de recueillir ton analyse de l'actualité de la semaine. Bonjour Okaya, c'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau de Lastleaks, aux côtés des followers et des auditeurs pour partager avec eux mon point de vue. Alors, comme d'habitude, nous avons choisi 3 sujets. Et cette fois-ci, le premier concerne Aminata Touré, dont on a parlé dans l'émission précédente. Aminata Touré, qui est ancien PM, ancien ministre de la Justice, président du Conseil économique et social, etc. Et qui est actuellement député investi dans la coalition Benno Bokk Yakaar, coalition avec laquelle elle est en froid, pour ne pas dire elle est en guerre. Alors, cette même Aminata Touré, justement, vient de faire une proposition de loi dans la prolongation de sa proposition de loi relative à la limitation des fonctions et des responsabilités en rapport avec les liens familiaux. D'ailleurs, sur sa page Facebook, elle a partagé un extrait des standards de recrutement du PNUD qui rend incompatibles certains liens familiaux. Alors, que penses-tu justement de cette proposition? Est-ce qu'elle vient à son heure? Est-ce qu'elle est un peu opportuniste sur les bords? Ou bien est-ce qu'elle est tout simplement politicienne? Parce qu'on lui a reproché d'avoir gardé le silence pendant toutes ces années où elle a cheminé avec Macky Sall. Oui, en effet, c'est une question qui mérite réflexion, puisque ça a fait les choux gras des médias. Mais il faut avouer quand même que ce n'est pas la première fois qu'une problématique de cette envergure se soit posée à ce niveau, au niveau du débat national. Rappelons-nous de la charte de bonne gouvernance des assises nationales. Il me semblait qu'il y avait un passage qui avait trait au mode de dévolution du pouvoir qui interdisait la transmission du pouvoir par des liens de parenté direct ou latéral ou collatéral ou que sais-je encore. Mais tout ça, en fait, ça nous renvoie à la mise en garde de Montesquieu lorsqu'il disait dans les lettres persanes qu'entre la politisation du droit et la juridicisation de la politique, la tentation est assez grande pour tomber dans les travers du mélange de genres. Et là, en l'occurrence, nous sommes dans le cas d'espèce où des acteurs politiques instrumentalisent le dispositif de législation pour régler des comptes politiques, alors que le droit doit organiser, avoir une portée impersonnelle et générale. Ensuite, il y a de l'éthique. Et ça, l'éthique, c'est une donnée qui est éminemment personnelle et intrinsèquement morale en soi. Soit on est éthique ou on ne l'est pas. Et on n'a aucune garantie, aucun moyen de filtre pour jauger le niveau d'éthique des gens. Donc, je considère que Aminata Touré s'adonne à de la politique politicienne. Elle sait que d'un point de vue marketing, la victimisation a jusqu'ici marché pour se faire adouber par l'électorat. Donc, elle cherche aujourd'hui à se frayer une niche électorale au travers d'une victimisation en partant de son ostracisme qu'elle dit tenir d'une considération ou d'une préférence familiale à son détriment, ce qui est légitime et ce que l'on entend. Mais pour autant, je trouve que, compte tenu du long témoignage qu'elle a en partage, du long parcours, je veux dire, qu'elle a en partage avec Macky Sall, elle est tout aussi responsable des incuries de Macky Sall en matière de préférence familiale. Et je ne pense pas que Macky Sall ait attendu 10 ans de ces 2 mandatures pour avoir commencé la préférence familiale. Ça, on l'a vu à l'entame, à l'aube du magistère de Macky Sall. Souvenons-nous de l'affaire Petro-Tim. Ça s'est passé dans la foulée de l'investiture de Macky Sall. Les décrets qui avaient été injustement adoptés en Conseil des ministres. Lequel Conseil des ministres Aminata Touré siégeait en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux. Où est-ce qu'elle était? Et la question pétrolière et gazière me semble être d'une portée à la fois économique, sociale, environnementale, en rapport avec notre développement, beaucoup plus consistant et conséquent que l'histoire de partage de Marocains qu'on distribuait à des militants et à des soutiens. Donc pour moi, c'est
c'est un projet de loi purement politicien, nul et de nul effet. La deuxième actualité concerne justement Nathalie Yamp, si on peut l'appeler activiste ou militante panafricaine, camerounaise d'origine, mais qui vit en Suisse. Elle a été interdite du territoire français. C'est une décision qui date du mois de janvier, donc c'est maintenant qu'elle en est informée et que c'est maintenant que ça a provoqué un tollé dans les réseaux sociaux, dans les milieux intellectuels africains et bien sûr français, et la presse s'en est saisie. Est-ce légitime? Fallait-il s'y attendre ou est-ce une violation des droits de l'homme? Avant de te donner la parole sur la question de Nathalie Yamp, je dois juste préciser que l'État français, dans le communiqué qu'ils ont sorti, disent qu'ils veulent assurer qu'elle est bien informée et qu'elle est sous le coup de cette mesure pour incitation à la haine et à la violence. Et ça, c'est à cause des diatribes récurrentes qu'elle profère contre la France et ses autorités et dans lesquelles elle cautionne, voire encourage, le recours à la violence à l'encontre des symboles de la présence française en Afrique. C'est une sanction pour son engagement. On peut le prendre comme ça. Je dirais qu'il faut que l'élite dirigeante et gouvernante française se réveille un peu de son long sommeil comateux. Ils ne peuvent pas continuellement infantiliser les Africains. L'universalisme dont ils se revendiquent ne peut pas être à sens unique. Et je dirais que Macron même renoue avec une vieille tradition réactionnaire et monarchiste française, dans le sens où ce que l'on a fait à Nathalie Yamp a été fait à Karl Marx en 1848 lors de la Révolution de Paris. Il a été viré manu militari par rapport à une prise de position qu'il avait sur la situation française d'alors. Donc, la France se veut universaliste, porteuse de valeurs universelles sur les questions de liberté, de droit et tout, mais tant que, en fait, on ne leur renvoie pas un effet de miroir par rapport à leurs arguties, par rapport à leurs agissements, par rapport à des politiques d'extorsion, de visée colonialiste qu'ils mènent dans tout ou partie des continents à travers le monde. Comment la France peut refuser à Nathalie Yamp le droit de jouir de ses droits inaliénables reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme? Les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Ils ont le loisir de poursuivre leur bonheur où ça leur chante, d'établir leur domicile dans une quelconque partie du monde de leur choix. Et voilà. Donc, c'est des droits inaliénables. Son point de vue politique, son opinion, ne pourrait lui être opposée par rapport à la plénitude de ses libertés de mouvement, d'aller et de venir. Il n'y a pas de plainte. Elle a donné son point de vue, tout comme Éric Zemmour, qui est xénophobe, antisémite, raciste, à qui on donne une liberté de s'exprimer, de se pencher à longueur de temps, en stigmatisant et en foulant aux pieds la dignité de catégories importantes de population. Et pourtant, la démocratie française l'apprécie et le croit digne de pouvoir concourir au suffrage des Français. Alors que Nathalie Yamp, c'est une citoyenne du monde qui se sent concernée par les problématiques qui traversent son époque. Elle prend un point de vue constitué à partir d'un parti pris en phase avec ses croyances. Et c'est ça la démocratie. Donc, ça, c'est une démarche qui n'honore pas la France. Ça n'honore pas la France, d'autant plus que cette même France a adoubé un criminel comme Blaise Compaoré, qui a été condamné au Burkina Faso et qui a assuré sa sécurité de sorte que cette personne puisse retourner au Burkina au nom d'une sorte au nom d'un dialogue, je ne sais quel dialogue national pour pacifier les relations entre les acteurs politiques burkinabés, abstraction faite de la condamnation sous l'empire de laquelle Blaise Compaoré devait croupir. Donc, il est où l'universalisme français dans ce cas-là? Pour les Burkinabés, c'est des personnes à qui on pourrait imposer toute forme de
d'incongruité juridique. Mais quand maintenant c'est des citoyens francophiles, panafricains, qui s'érigent contre le néocolonialisme, la condescendance et le paternalisme français, on leur oppose des arguments de droit, mais qui ne relèvent que du fait du prince. Puisque Guillaume Soro est compatible d'une guerre qui a entraîné des milliers de morts en Côte d'Ivoire, les Européens ne se gênent pas à lui offrir un asile sur l'espace européen. Donc, il est où l'universalisme? Il faut qu'il laisse les Africains prendre leur courage à deux mains et assumer leur point de vue politique. La démocratie, c'est le combat des idées. Nathalie Yamb n'a pas demandé à ce que des gens s'attachent des ceintures sur la taille et allaient se faire exploser. Elle réveille les consciences, elle a une lecture qui est sienne, qui est discutable du reste, mais qui a une démarche scientifique et intellectuelle par rapport aux faits d'actualité. Opposons-lui des arguments et arrêtons de nous acharner sur des citoyens qui ne font qu'exprimer leur point de vue. Et ça n'honore pas Macron et ça confirme que Macron est totalement en déphasage avec la modernité politique. Du style de réclamer de Paul Ricoeur ou de je ne sais quel philosophe de la démocratie moderne, mais ses méthodes et ses pratiques sont surannées, vieux comme à l'époque du XVIIIe siècle. Dernier sujet d'actualité, c'est le remous qu'il y a eu au PASTEF avec la création du Haut Conseil de régulation du parti PASTEF qui a été créé et qui soulève beaucoup de critiques et d'interrogations. Qu'est-ce que tu en penses? Sur cette affaire, je l'ai suivi. Je pense que ça n'a pas été créé. En fait, il existe dans les dispositions, je crois, des règlements ou des statuts du parti. En l'occurrence, je pense que c'est de l'article 23 du statut ou des règlements, je ne sais plus. Je l'ai lu en diagonale. Qui institue la mise en place d'une haute autorité de régulation de la vie du parti qui a autorité d'arbitrer, je pense, je dis ça à ma manière, tel que j'ai compris ce que j'ai lu, les investitures et d'assurer les arbitrages en cas de contentieux pour l'élection des membres du bureau et tout. Ce qui est peut-être ce qui donne du relief à cette discussion, c'est le fait qu'ils aient coopté une personne qui est extérieure au parti, en l'occurrence le constitutionnaliste, le professeur Ngouda Mohamed Boub, qui nous fait grâce vraiment de sa science avec beaucoup de générosité en matière d'interprétation des textes constitutionnels. Il faut lui en donner acte. Il participe à rehausser le débat public concernant l'administration du pays et les problèmes de gouvernance institutionnelle. Franchement, il nous éclaire de sa lumière. Bon, qu'il ait accepté cela, c'est une décision souveraine qu'on lui concède et qu'on lui reconnaît. Mais moi, ce qui m'a alerté dans le communiqué que j'ai lu, d'abord, j'ai un problème par rapport à la démarche de rupture dont il se gausse. Cette pratique est identique au modèle du centralisme démocratique de type stalinien. C'est le président qui décide, qui porte ses choix et qui soumet au Conseil national maintenant le soin de viser d'une adoption légale et statutaire de ce choix-là. Or, depuis les assises nationales, depuis les termes de référence des assises nationales, le constat avait été fait que notre démocratie ne se nourrit pas d'une démarche itérative, le down and top, c'est-à-dire partir de la base jusqu'au sommet. Que cette itération nous a toujours été amputée du fait justement d'avoir épousé le modèle senghorien de gouvernance des hommes où c'est un homme qui est au centre, tout part et revient vers lui. Donc la démarche du communiqué de PASTEF correspond justement à ce modèle éculé-là et c'est ce modèle-là qu'ils prétendent vouloir combattre. Et cela me pose d'un point de vue philosophique problème qu'on use des mêmes armes, des mêmes matériaux
pour combattre un système. Je dis, quand on veut combattre un système, on a une démarche tout inverse en amont jusqu'à l'aval du processus. Mais là, c'est du dirigisme qu'on voit et je trouve ça quand même regrettable et ça n'honore pas un jeune parti qui a quand même le mérite d'avoir secoué le cocotier et d'avoir créé un intérêt citoyen à l'échelle nationale sur les questions d'enjeux majeurs et donc il ferait mieux de revoir leur copie. C'est facile aujourd'hui d'assurer une démocratie participative et inclusive au moins des outils technologiques que nous avons. La preuve, quand ils ont voulu mobiliser 150 millions, en un clic, ils ont réussi à mobiliser les militants et les sympathisants. De la même manière aussi, on devrait pouvoir créer, de mettre en place des plateformes digitales bien codées, bien verrouillées, dont ils auraient eux-mêmes les logins et les mots de passe, pour associer le plus grand nombre dans le processus de décision et de choix des orientations de la vie du parti et faire vivre la démocratie, élever la base en l'associant à un niveau de préoccupation du sommet. Ça me semble la démarche la plus pédagogique et la plus militante qu'un parti puisse offrir à des militants aussi engagés et disponibles. Et c'est ce que je trouve regrettable dans la démarche. Maintenant, on ne peut pas aussi, de l'autre côté, fustiger l'hypertrophie d'un président et se payer le luxe aujourd'hui d'avoir un chef à qui aussi on prépositionne dans les mêmes dispositions que celui que l'on voudrait combattre. Donc, c'est à ce niveau-là que j'ai un problème avec ça. Après tout le reste, c'est un parti politique qui a toute la liberté de s'organiser et de se donner les moyens par rapport aux objectifs qu'il s'est fixés. C'était tout pour aujourd'hui, Agibou. Je te laisse dire le dernier mot à nos chers followers de la chaîne YouTube LastLeaks et du site LastLeaks, que je remercie au passage pour les nombreux retours qu'ils me font. Bah, écoute, toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau de LastLeaks pour répondre aux questions. Bah, le dernier mot, c'est apporter mon soutien à notre sœur Nathalie Yamb. Nous sommes de tout cœur, en tout cas pour ce qui me concerne, je suis de tout cœur avec elle. Et il faut, en fait, comment dirais-je, comme le disait Martin Luther King, au lieu de semer le chaos dans les rues, essayer d'allumer la mèche dans la tête des gens. Et c'est ce à quoi on s'emploie. Aujourd'hui, il faut qu'on sème le chaos dans l'esprit des gens. Il faut un chaos reconstructeur. Et des personnes comme Nathalie Yamb, Kémy Séba, tous ceux qui sont dissonants et dissidents par rapport à la bien-pensance, ils nous sont utiles, en dépit de leurs limites objectives, mais ils nous sont utiles dans le combat. Et force et courage à eux.